avoir une variable. Par contre, il y aura des trous noirs avec moment cinétique ou non, et il y aura des trous noirs avec charge ou non. Donc, théoriquement, nous avons la possibilité d'avoir 4 trous noirs différents. Bien sûr, il y en a un qui est extrêmement commun, les autres sont plutôt théoriques. Le premier trou noir que l'on peut voir, c'est le trou noir de Schwarzschild. Il n'est pas en rotation et il n'est pas chargé électriquement. On a donc une simple sphère, on a la singularité au milieu, l'horizon des événements. Il est théorique, on n'en a encore jamais découvert des comme ça. Le second, qui est chargé, mais toujours sans moment cinétique, c'est le trou noir de Rechner-Nostrom. Donc, le suivant qui est le plus commun, c'est le trou noir classique, c'est un trou noir en rotation. C'est le trou noir de Keller. Et enfin, le dernier, ce sera le trou noir de Kerr-Newman en rotation et chargé électriquement. Ce qui est assez intéressant, c'est que utiliser le rayon pour un trou noir, ce n'est pas tellement adéquat, pour 2 raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où notre trou noir est en rotation, l'horizon des événements s'aplatit, et donc par conséquent, le rayon n'est pas identique partout. Mais aussi, à l'intérieur du trou noir et à la singularité, on a donc un potentiel gravifique énorme, et donc par conséquent, la distance ne peut pas être mesurée comme telle. Donc, on utilise en général pour caractériser les trous noirs, on utilise l'horizon des événements, donc la surface extérieure du trou noir. Le théorème de la calvitie, qui est plutôt connu selon les trous noirs n'ont pas de poils. Les trous noirs ont une sorte d'uniformité. Ils ne possèdent aucun détail, aucun poil. Et on peut juste connaître 3 caractéristiques: leur masse, leur moment cinétique et leur charge. Et ce, quel que soit le mode de formation et la nature de la matière qui a servi à le former, vu que toutes les autres informations sont perdues quand la matière rejoint la singularité. La singularité, c'est le cœur même du trou noir. Il est donc impossible, par exemple, de distinguer un trou noir fait de matière ordinaire d'un trou noir fait d'antimatière. Une grande partie de l'information concernant la matière qui a servi à fabriquer le trou noir est perdue lors de sa formation. Par exemple, lors de la formation d'un trou noir, il y a transformation d'une étoile, présentant un nombre incalculable de détails et de caractéristiques en un objet caractérisé uniquement par 3 nombres. La transformation émet un certain nombre de photons et donc gravitationnelle, mais l'information véhiculée par ces émissions est insuffisante pour savoir quelles étaient les caractéristiques originelles de l'étoile. Une énorme quantité d'informations sur les caractéristiques originelles de l'étoile doit donc rester à l'intérieur d'eux ou sur l'horizon des événements du trou noir. De même, quand de la matière est absorbée par le trou noir, celui-ci perd ses poils en émettant des ondes gravitationnelles, mais la quantité d'informations émises par celle-ci est très insuffisante pour retrouver les caractéristiques initiales de la matière absorbée. Il semblait donc que l'importante quantité d'informations contenue dans un trou noir ne pourrait jamais en sortir et était même détruite à son entrée dès l'horizon des événements. Cela posait un problème avec la thermodynamique, puisque l'énergie ou l'information est toujours conservée et ne peut pas être détruite. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de l'information, car cela violait le premier principe de la thermodynamique. Ce paradoxe de l'information a trouvé une solution
grâce au principe holographique que vous verrez après les trous noirs. La thermodynamique des trous noirs. Il y a des analogies profondes entre certaines propriétés des trous noirs et les lois de la thermodynamique. Ces analogies ont permis la formalisation des principes de la thermodynamique des trous noirs. Vous avez ici la thermodynamique classique ordinaire et la thermodynamique appliquée aux trous noirs. Comme par exemple, lors de la fusion de deux trous noirs, la surface du trou noir résultant est toujours plus grande que la somme des surfaces des deux trous noirs initiaux. Or, c'est ce que dit la deuxième loi de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'entropie, son degré de désordre, ne peut que croître au cours du temps. Le désordre augmente. Il était donc tentant d'associer à un trou noir une entropie proportionnelle à sa surface. Mais la thermodynamique indique dans ce cas qu'un système physique auquel on associe une entropie doit également posséder une certaine température. Et comme un objet porté à une température non nulle émet un certain rayonnement électromagnétique, les trous noirs devaient rayonner. Ces analogies sont devenues pertinentes grâce à la découverte du phénomène d'évaporation des trous noirs, encore appelé rayonnement de Hawking. Juste ici, vous voyez donc que le facteur A est la surface du trou noir, c'est bien ça qui caractérise l'entropie des trous noirs, et c'est ce que Nassim va utiliser aussi. C'est bien la surface des trous noirs, ou la surface du proton qui va être utilisée. Donc le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a découvert en 1975 que l'horizon des événements d'un trou noir, sa surface, émettait un infime rayonnement. Cette radiation correspond à un rayonnement de corps noir. Elle est émise dans toutes les directions. Ce phénomène est aussi appelé évaporation des trous noirs. Il a calculé que la température de ce rayonnement est proportionnelle à la gravité de surface, donc à l'intensité du champ gravitationnel à l'horizon. Ainsi, connaissant la valeur de la température, Hawking propose une valeur d'entropie des trous noirs s'exprimant en termes de leur surface. Le point suivant, c'est le principe holographique. Gerhard Haupt et Leonard Susskind ont trouvé la solution au paradoxe de l'information en démontrant que toute l'information contenue dans un volume de trou noir peut être exprimée en termes de bits, comme les bits en informatique, en termes d'information de Planck sur l'horizon de surface du trou noir. Donc, conservant l'information comme une empreinte holographique qui donne son nom au principe holographique même. Vous avez ici la vue de l'intérieur d'un trou noir et on regarde uniquement sa surface. Vous avez ici des sphères de Planck. Planck, vous allez le voir, c'est quand même quelqu'un qui est à la base de la théorie quantique. Et donc ces sphères sont extrêmement petites. La longueur de Planck est de 1,616 multiplié par 10 fois 10 moins 33 cm. C'est donc quelque chose de minuscule. Et c'est ces sphères de Planck qui peuvent garder l'information. Voilà donc toute l'information contenue dans un volume d'espace pourrait être décrite par les bords de cette région. Par exemple, une pièce donnée d'une maison et tous les événements qu'elle contient pourraient être entièrement modélisés en ne prenant en compte que ce qui se passe au niveau des murs de cette maison. Dans le cas d'un trou noir, l'idée est que l'information de tous les objets qui sont tombés dans le trou noir peut être entièrement contenue dans les fluctuations de la surface de l'horizon des événements, et qu'un quart de cette surface suffit pour contenir cette information.
Le principe holographique nous dit donc qu'un cas de la surface est suffisant, et c'est assez intéressant parce que Nassim, de nouveau, va utiliser les plans équatoriales des sphères de Planck. Si vous avez la surface d'une sphère, vous allez avoir 4 fois en fait le plan équatorial. Donc ce que le principe holographique nous dit, c'est que la surface équatoriale d'une sphère suffit à contenir son information. Ici vous avez en 3D l'image, vous avez donc l'horizon des événements avec les sphères de Planck qui sont caractérisées par leur surface équatoriale, et à l'intérieur, vous allez avoir des sphères de Planck donc, qui remplissent ce volume. Enfin, la théorie quantique, le développement de la mécanique quantique a commencé en 1894, excusez-moi, avec Max Planck, alors qu'il étudiait le problème du rayonnement d'un corps noir. Un corps noir en physique est considéré comme un objet idéalisé qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique, quelle que soit la fréquence ou l'incidence des émissions. Un tel objet, en équilibre thermique, va émettre des ondes électromagnétiques. Le problème rencontré à l'époque, c'est que la région ultraviolette du spectre devait avoir une énergie infinie. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette, et c'est ce qui a permis la première grande révolution en physique. La radiation émise par un corps noir n'existe qu'en nombre entier, où la quantité totale d'énergie saute continuellement d'une valeur à l'autre, créant un paquet d'énergie quantifiée, un quanta, plutôt qu'une énergie continue et infinie. Donc de nouveau, on avait le problème de quelque chose qui était continu. Nassim, dans sa solution de la gravité, va, grâce aux sphères de Planck, la rendre discrète aussi. Donc, ce que Planck nous dit, c'est que l'énergie est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique. La théorie quantique des champs. Non, tout d'abord ceci, non. La théorie quantique, donc la relation avec Planck. Donc, comme je vous le disais, Planck utilise une constante proportionnelle entre l'énergie et la fréquence d'une onde électromagnétique, le fameux E est égal à h nu, pour définir les paquets d'énergie que l'on appelle des quantas. Et Einstein a plus tard appelé les photons en décrivant l'effet photoélectrique. Vous avez ici la constante de Planck réduite, qui est égale à la constante de Planck divisée par 2π. La constante de Planck définit un paquet d'énergie ayant un moment angulaire appelé quantum d'action. De nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement utile parce qu'on se rend compte que la mécanique quantique fournit les fondements d'une théorie quantifiée de la matière où les particules subatomiques en rotation sont quantifiées. Le terme rotation est essentiel pour la suite. Vous savez que la théorie du Big Bang n'explique absolument pas pourquoi les objets sont en rotation. Depuis 14 milliards d'années, l'univers est là, tout est en rotation. La Terre, 6 milliards d'années qu'elle tourne. Moi, quand je prends un œuf, surtout quand il est mou, puisqu'il y a quand même du magma et de la lave dans la Terre, et que je veux la faire tourner, ça s'arrête au bout de 3-4 fois. Il y a quelque chose qui est à l'origine de ce mouvement. Et ce quelque chose, il y a des fortes chances que ce soit justement un gradient de concentration entre les différents trous noirs. On y reviendra peut-être à la conclusion. Donc, cependant, la mécanique quantique seule est incapable de prendre en compte des comportements tels que les émissions spontanées des atomes dans le contexte d'une théorie où la dynamique de l'atome est quantifiée, mais pas le champ électromagnétique. Il fallait donc s'intéresser de plus près au champ électromagnétique, et c'est ce qu'a fait la QFT,
Donc la mécanique quantique a été généralisée pour exprimer le champ électromagnétique comme des modes quantifiés d'oscillation en chaque point de l'espace, dans le champ, menant au développement de la théorie du champ quantique. La théorie du champ quantique décrit l'espace comme s'il était rempli de paquets discrets interconnectés d'énergie et d'ondes, comme des petites boules connectées par des ressorts. Cependant, une difficulté s'est posée lorsque la théorie quantique des champs a tenté d'additionner toutes les valeurs du vide, toutes les oscillations, toutes les fréquences qu'il y a dans le vide. Vous avez dans ce vide une quantité infinie de fréquences. La valeur attendue du vide, quand tous les types d'oscillations sont pris en compte, donne une quantité infinie d'oscillations, une quantité d'énergie infinie en chaque point. Et lorsqu'en mathématiques, on a quelque chose qui est infini, ben, ça pose un problème, donc il a fallu simplement redonner une valeur à cet infini. Cette énergie infinie de l'état fondamental du vide a été renormalisée en utilisant une valeur limite qui est naturellement la longueur d'onde de Planck, car c'est la plus petite oscillation possible du champ électromagnétique. Vous avez la longueur de Planck qui est égale à la racine carrée de la constante de Planck réduite, multipliée par la constante gravitationnelle, divisée par le cube de la vitesse de la lumière, et vous voyez que ça vous donne en fait la plus petite oscillation électromagnétique possible. Comment est-ce qu'on a renormalisé cette valeur infinie du vide? Ben, d'une façon très simple. On a simplement pris un cube d'1 centimètre cube, on a mis dedans des sphères de Planck, donc des petites billes qui ont un rayon de 10-33 cm. On a compté combien est-ce qu'il y avait de petites sphères de Planck dans ce centimètre cube, et on a multiplié ça par la masse de Planck. Alors de nouveau, quelque chose qui était étonnant. Bon, ici, je suis désolé, c'est encore une notation américaine. Mais vous avez 10-5 grammes pour une sphère de Planck. C'est ce qu'on a appelé le problème de hiérarchie. Comment est-ce que la sphère de Planck peut avoir 10-5 grammes alors qu'elle est toute petite et qu'un proton qui vaut 10-24 grammes est donc beaucoup plus et moins massif alors qu'il est beaucoup plus grand, parce que son rayon, lui, vaut 10-13 cm. Donc imaginez-vous qu'entre les 10-33 cm et les 10-13, on a 20 ordres de grandeur. Et on a pourtant une masse nettement plus importante pour quelque chose qui est beaucoup plus petit. C'était aussi quelque chose d'aberrant que Nassim explique. Et donc, la masse renormalisée du vide est de 10 exposant 93 grammes quand on fait ce petit calcul. C'est une masse énorme. Le vide est plein. Pour vous donner une idée de l'intensité, de la grandeur, si vous prenez tout ce qu'on connaît comme matière et qu'on le compacte dans 1 centimètre cube, tout l'univers rentrant dans ce fameux petit centimètre cube, on aura une masse de 10 exposant 55 grammes. 1 centimètre de vide a une masse énergie colossalement plus grande que toute la matière connue. Donc, le vide ne l'est pas. Les équations de la mécanique quantique prédisent que le vide ne l'est pas vraiment, mais qu'il est continuellement agité par des paires de particules, violant temporairement la loi de conservation de l'énergie, en se matérialisant brièvement et avant de replonger dans le néant.
les fluctuations de l'énergie du vide ont été confirmées expérimentalement depuis des décennies. Initialement, la première validation expérimentale de son expérience est venue de l'effet dit de Casimir, où deux plaques se rapprochent grâce à une légère différence de la densité d'énergie du vide entre les plaques. Si jamais l'expérience de Casimir ou dite de Casimir pouvait être contestée, la seconde expérience qui a eu lieu, l'expérience dite de Casimir avec l'effet dynamique, où les plaques sont reproduites électroniquement en transformant des paires de photons virtuels du vide en véritables grains de lumière, le physicien Paul Davies a montré que ce phénomène est bien une réalité et est lié au rayonnement de Hawking. Tiens. Donc voilà, en fait, le vide, quand on le voit comme ça, il n'est pas vide. La preuve, c'est qu'il y a des particules qui peuvent en sortir et que ces particules peuvent redonner de la lumière. On ne les voit pas et pourtant ça vient du néant. Une des explications, je suppose qu'il y a toujours moyen d'expliquer tout ce qu'on veut avec n'importe quoi, mais une explication cohérente, c'est de dire que le vide ne l'est pas. On serait donc dans un modèle où, comme